La présentation va commencer dans une petite minute. Bonjour, bienvenue à notre semaine Tout sur le lymphome. Notre deuxième et dernière conférence s'intitule Les progrès dans la compréhension et le traitement du lymphome non-Hodgkinien. Dans cette présentation, Dr Eva Laverdure, fellow en hématologie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, discutera du diagnostic et de l'approche de la prise en charge du lymphome non-Hodgkinien. Il est maintenant temps de débuter la présentation. Mon nom est Jennifer Héroux-Bourdua. Je suis responsable des services à la communauté pour l'Est du Québec à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Je serai la modératrice de cet événement en ligne. La présentation durera environ 60 minutes et comprendra une période de questions et réponses à la fin. Puisque vous êtes très nombreux et en mode silencieux, nous vous invitons tout au long de la présentation à écrire vos questions dans la zone questions et réponses au bas de votre écran et nous les lirons à voix haute à la fin. En raison du grand nombre de participants et du temps limité, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes les questions. Notez également que Dr Laverdure ne peut pas répondre à des questions spécifiques sur l'état de santé d'une personne. Soyez assurés que si nous ne répondons pas à votre question pendant la présentation en direct, un responsable des services à la communauté vous contactera personnellement après la conférence. Prochaine diapositive. Nos responsables des services à la communauté sont là pour vous. Nous écoutons attentivement vos besoins, difficultés, préoccupations. Nous pouvons vous orienter vers des informations sur les cancers du sang et ou des traitements. Nous pouvons vous aider à prendre en charge vos soins et vous référer vers les ressources et les services disponibles à la SLC ainsi que dans votre communauté. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais mettre en lumière quelques-uns des services que nous offrons et qui pourraient vous intéresser. Prochaine diapo. Notre site Internet cancerdusang.ca a été conçu en pensant à vous pour assurer une navigation facile et personnalisée, quelle que soit votre situation actuelle. Prochaine diapo. Toujours sur notre site Internet, vous trouverez des balados, des vidéos animées, des fiches d'information, des livrets gratuits et validés par des experts sur les cancers du sang, sur les traitements et sur les aspects psychosociaux et pratiques. N'hésitez pas à venir visiter le cancerdusang.ca pour les consulter. Prochaine diapo. Une autre ressource qui peut également vous aider à naviguer l'expérience du cancer est l'application Santé SLLC. C'est une ressource gratuite qui est disponible en français et en anglais. L'application vous aide à suivre les effets secondaires, les médications, l'alimentation et le journal d'hydratation. Cette application permet également d'offrir des rappels de médication et comporte un planificateur de repas nutritifs ainsi que de nombreuses recettes pour vous aider à bien vous alimenter. L'aidant peut également avoir accès à l'application. Elle peut être téléchargée gratuitement sur les appareils Apple ou Android. Prochaine diapo. Et finalement, nous avons des programmes pour vous soutenir émotionnellement. Joignez-vous à l'un de nos groupes de soutien pour créer des liens avec d'autres personnes qui vivent une situation similaire depuis le confort de votre foyer. Vous pouvez également accéder à du soutien par les pairs via notre programme de jumelage Premier Contact. Visitez notre site Internet ou communiquez directement avec nous pour plus de détails. Prochaine diapo. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencière, Dr Eva Laverdure. Dr Laverdure est une hématologue diplômée de l'Université de Sherbrooke. Elle a un intérêt en lymphome et thérapie CAR-T. Elle consolide actuellement son expertise par une formation postdoctorale spécialisée en lymphome et en cellules immunes, effectrice avec l'Université de Montréal à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle joindra ensuite l'équipe du CHU Florimont à Sherbrooke comme hématologue et professeure adjointe. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Dr Laverdure. C'est à vous.
Merci, ça fait plaisir. Alors, en premier, merci à tout le monde qui se joigne à nous aujourd'hui, puis merci à la Société de leucémie Lymphome Canada pour l'invitation à présenter. Donc, aujourd'hui, on va discuter qu'est-ce que c'est que le lymphome non-Hodgkinien, qu'on dit souvent LNH, de comment sont les signes et les symptômes, de comment on pose le diagnostic, des différents sous-types de lymphome non-Hodgkinien, du traitement selon les sous-types, en prenant l'exemple du lymphome différentiel B et du lymphome folliculaire, qui sont les types les plus fréquents. On va parler de quoi faire quand la maladie ne répond pas au premier traitement ou si la maladie rechute. On va glisser un mot sur la greffe de cellules souches et la thérapie par CAR-T. Et tout au long de la présentation, on va parler des effets secondaires généraux des traitements, des soins de suivi, des effets secondaires plus à long terme et tardifs et de la vie après le cancer. Donc, en premier, quelques généralités sur le sang, puisque les lymphomes, ça fait partie des cancers hématologiques, puisque ça touche les lymphocytes qui sont un sous-type de cellules sanguines. Donc, les cellules sanguines, ça comprend en premier les globules blancs ou les leucocytes qui combattent les infections. Il y a différents types de globules blancs, mais on peut penser aux lymphocytes qui ont différentes fonctions dans le système immunitaire et qui sont cancéreux dans les lymphomes. On a aussi des neutrophiles qui sont un autre type de soldats pour nous défendre contre les infections bactériennes surtout et qui peuvent diminuer quand on reçoit de la chimiothérapie et nous mettent à risque de faire des infections. On a des globules rouges qui sont les cellules qui servent à transporter l'oxygène partout dans notre corps. Puis ça, on peut les mesurer avec la mesure d'hémoglobine. Puis quand ça descend, c'est là qu'on dit qu'on fait de l'anémie. Puis ça peut nous causer de l'essoufflement ou de la fatigue parce qu'on manque de cellules pour aller apporter de l'oxygène dans tous nos tissus. Finalement, il y a des plaquettes, qui sont des petits fragments de cellules qui servent à la coagulation du sang. Donc, quand on se coupe, c'est les premiers répondants qui vont aller faire le petit caillot pour que ça arrête de saigner. Puis quand ça baisse très bas, on peut faire des bleus plus facilement ou des saignements de nez ou d'autres saignements plus faciles. Les cellules du sang, ça se promène dans un liquide qu'on appelle le plasma, qui est surtout composé d'eau, mais qui comprend aussi des vitamines, des minéraux, des protéines, différentes hormones. Les lymphocytes, il y a différents types de lymphocytes qu'on peut diviser en lymphocytes B, T ou NK, qui ont différents rôles dans l'immunité. C'est ces lymphocytes-là qui deviennent cancéreux dans les lymphomes. Donc, les lymphocytes NK ou tueurs naturels servent vraiment, dans le fond, à la réponse immunitaire innée. C'est la réponse immunitaire qui est immédiate et non spécifique. C'est la première réponse de l'organisme face à une agression par différents pathogènes. Puis le but, c'est de vraiment d'aller tuer les cellules qui sont infectées ou les cellules cancéreuses. Sinon, on a les lymphocytes B et les lymphocytes T qui font partie de la réponse immunitaire qu'on dit adaptative. Donc, cette réponse immunitaire-là, elle est dite spécifique et elle est un petit peu plus sophistiquée, si on veut, et ciblée par rapport à différents pathogènes. Donc, les lymphocytes B, eux, servent surtout à produire des anticorps qui vont aller neutraliser un antigène spécifique. Les lymphocytes T, eux, servent plutôt à détruire les agents pathogènes de façon spécifique et les cellules infectées. Les lymphocytes, ça circule dans le sang, mais ça circule aussi dans le système lymphatique, qui est un circuit distinct de la circulation sanguine, qui est composé de différents vaisseaux lymphatiques, de ganglions et des différents organes. Donc, comme organe important dans le système lymphatique, on a en premier la moelle osseuse, qui est un tissu liquide et spongieux qui est dans les os et qui sert à produire toutes les cellules du sang. On a aussi les ganglions. On a une centaine de ganglions dans le corps qui peuvent enfler quand on est atteint d'un lymphome. Alors, on a ceux qu'on peut voir facilement dans le cou, en haut des clavicules, dans les aisselles, dans les aines, mais on en a aussi entre les deux poumons et dans le ventre qu'on ne peut pas nécessairement voir ou palper à l'examen physique. On a la rate, qui est un organe situé dans le ventre à gauche, qui sert aussi à notre immunité. Puis on a le thymus, qui est un organe entre les deux poumons, qui sert à la maturation des lymphocytes T. Le lymphome, c'est un terme général qui désigne un groupe de cancers du sang qui prennent naissance dans le système lymphatique. En gros, il y a deux principaux types de lymphomes qu'on entend souvent. Donc, il y a le lymphome hodgkinien qui, lui, est caractérisé par la présence de cellules de Riesenberg en pathologie quand on regarde le lymphome sous le microscope. Ce n'est pas la présentation d'aujourd'hui. On va plutôt parler des lymphomes non-hodgkiniens, qui, par défaut, c'est toutes les autres types de lymphomes mis ensemble. Donc, ce n'est pas une seule maladie, mais bien plus de 60 sous-types de lymphomes non-hodgkiniens spécifiques qui existent. On les sépare souvent en fonction de la vitesse d'évolution de la maladie, donc les formes plus agressives ou les formes plus indolentes. On peut aussi les diviser selon si le lymphome ou le lymphocyte qui devient cancéreux, c'est plus un lymphocyte qui est B, T ou NK. Donc, le lymphome non-hodgkinien, comme d'autres cancers, ça résulte d'une lésion acquise, c'est-à-dire que ce n'était pas une lésion qui était présente à la naissance, c'est une lésion qui s'est développée dans l'ADN d'un lymphocyte, un type de globule blanc, comme je vous dis, et ces lésions dans l'ADN, ça lui offre une capacité à se diviser de façon incontrôlée.
Le corps humain a des façons de nous protéger contre ces cellules cancéreuses-là, mais quand, pour différentes raisons, le corps n'est pas capable de s'en débarrasser, bien, ces lymphocytes-là vont continuer à proliférer, puis vont infiltrer une croissance incontrôlée là, des ganglions et peuvent aussi aller s'attaquer à d'autres sites en dehors des ganglions. Le lymphome hodgkinien, c'est le 5e cancer le plus fréquent au Canada. C'est à peu près 10 fois plus fréquent que le lymphome hodgkinien. Donc, au Canada, à chaque année, il y a presque 10 000 nouveaux diagnostics de lymphome non hodgkinien. Puis, il y a plus de 50 000 personnes qui vivent au Canada en ce moment avec un diagnostic de lymphome non hodgkinien. Au Québec, on a un petit peu moins nombreux. Donc, à chaque année, il y a à peu près 2 000 nouveaux diagnostics de lymphome non hodgkinien. Il y a presque 5 000 patients qui vivent avec un lymphome non hodgkinien en ce moment. Les facteurs de risque du lymphome non-hodgkinien, c'est souvent une question qui revient. Pourquoi moi j'ai développé ça? Il faut comprendre que la cause exacte, ce n'est pas connu. La plupart du temps, on ne le sait pas, mais il y a certains facteurs qui peuvent augmenter le risque de développer un lymphome non-hodgkinien qu'on connaît. Donc, quand le système immunitaire est affaibli, soit par une maladie ou par des médicaments qui diminuent le système immunitaire ou par une infection comme le VIH-Sida, ça peut augmenter le risque de certains lymphomes. Il y a certains produits chimiques là, qui pourraient être associés à un risque de lymphome non-hodgkinien, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas très bien dans ce contexte-là. L'exposition à certains virus et bactéries, on peut penser au virus de Epstein-Barr, qui est le virus de la mononucléose, l'Helicobacter pylori, qui est une bactérie qui peut infecter l'estomac, puis l'hépatite C. Pour les lymphomes à cellules T, entre autres, il y a différents facteurs de risque, mais la maladie cœliaque, surtout les patients qui ne respectent pas la diète sans gluten, ça pourrait augmenter un peu le risque de certains lymphomes T spécifiques. Il faut comprendre que la plupart des gens qui ont un lymphome hodgkinien, ils n'ont aucun de ces facteurs de risque-là. Et au contraire, il y a beaucoup de gens qui ont ces facteurs de risque-là qui ne développeront jamais de lymphome hodgkinien. Donc, c'est complexe et il n'y a pas une seule raison pourquoi quelqu'un développe un lymphome. Comment ça se présente? Bien, habituellement, ça se présente avec des gonflements non douloureux de un ou plusieurs ganglions. Ça peut se présenter aussi avec ce qu'on appelle des symptômes B. Les symptômes B, ça comprend 3 grands symptômes. Soit une fièvre qui est soutenue, souvent le soir, puis qui est inexpliquée. On a aussi des sueurs nocturnes qui sont vraiment des sueurs franches la nuit. Il faut changer pendant la nuit ou changer le matin parce qu'on est tout mouillé, puis c'est persistant la majorité des journées de la semaine. Ça peut se présenter aussi par une perte de poids significative. Donc, nous, on dit à peu près 10 du poids corporel en moins de 6 mois, puis de façon involontaire. C'est-à-dire, on n'a pas changé ses habitudes de vie, on n'a pas fait un régime spécifique, puis on perd du poids. Sinon, ça peut se présenter par toutes sortes d'autres symptômes, dépendant où le lymphome va se loger. Donc, fatigue, perte d'appétit, ça peut causer de la toux, des douleurs dans la poitrine, des douleurs au ventre. Une sensation de satiété précoce, on peut voir ça quand la rate, qui est un des organes du système lymphatique, en dessous de l'estomac, dans le ventre à gauche, quand on prend de l'expansion, vu qu'elle est sous l'estomac, ça peut pousser sur l'estomac et quand on mange, l'estomac a de la difficulté à s'expandre et ça fait qu'on est rapidement rassasié. Les lymphomes, ça peut toucher la peau. Dans ce contexte-là, ça peut causer des démangeaisons, des éruptions cutanées ou des bosses cutanées. Et il faut penser aussi qu'il y a beaucoup de patients avec des lymphomes non-hodgkiniens qui vont avoir aucun symptôme, puis ça va être découvert un petit peu par hasard. Comment on fait le diagnostic? Fait que le plus important, je pense, dans la trajectoire, dans votre trajectoire, de la trajectoire d'un patient, c'est de vraiment faire la biopsie d'un ganglion ou d'un autre site atteint pour, en premier, confirmer qu'il y a un lymphome, puis vraiment savoir quel est le sous-type de lymphome non-hodgkinien parce qu'il y a vraiment beaucoup de sortes. Comment on peut faire le diagnostic? Ça peut être fait soit par un chirurgien qui va enlever un ganglion ou un morceau d'un ganglion, ou par un médecin radiologiste qui va aller guider par un scan ou une échographie, prendre un morceau de tissu avec une aiguille spécifique qu'on appelle un trocar. Cette biopsie-là, ça va être analysé par un médecin pathologiste, souvent spécialisé en hématologie, pour vraiment savoir quel type de lymphome non-hodgkinien vous avez. Puis, il va évaluer différentes choses. Donc, la morphologie, c'est l'aspect des cellules de votre lymphome, puis de comment ils sont distribués dans un ganglion. Ils vont vérifier l'immunophénotype, ça, c'est les différentes protéines qui sont exprimées par les cellules cancéreuses. Puis aussi, ils peuvent faire des analyses génétiques plus poussées, qui peuvent prendre des fois 3 à 4 semaines à voir les résultats, mais ça peut nous donner une idée plus précise du sous-type de lymphome et de comment le traiter. Juste rappeler que quand on parle de défauts génétiques dans les cellules de lymphome, c'est vraiment quelque chose qui est acquis dans les cellules cancéreuses qui ne sont pas dans les autres cellules normales. Ce n'est pas quelque chose qui est héréditaire, qui a été reçu de vos parents ou qui peut être transmis à vos enfants. Souvent, on nous demande c'est quoi le stade de mon lymphome. Donc, comment on détermine le stade? Il y a différentes choses. En premier, l'examen physique. On regarde quels ganglions qui sont enflés à l'examen.
On va faire des prises de sang puis des tests d'imagerie. Tests d'imagerie, il y a surtout 2 types de tests. Donc, la tomodensitométrie ou un CT scan, un TACO, ça, c'est toute la même chose. C'est un scan qui est fait absolument avec de l'iode, puis va pouvoir voir quels ganglions sont enflés, puis s'il y a des masses tumorales ailleurs que dans les ganglions. Aussi, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un TEP scan, qui est un examen en médecine nucléaire, où est-ce qu'on va vous injecter, au lieu d'injecter de l'iode, ça va être comme un sucre radioactif qui va pouvoir être capté par les cellules qui sont actives métaboliquement, comme les cellules cancéreuses de lymphome. Puis le TEP scan, ça va vous permettre de voir quel site qui capte anormalement le glucose, qui peut être associé, dans le fond, à des cellules cancéreuses. Ça nous permet de voir des choses qu'on pourrait manquer à un scan normal, de nous donner un indice aussi sur l'agressivité du lymphome, car les lymphomes qui sont plus agressifs vont souvent être plus métaboliquement actifs, puis capter le sucre de façon plus intensive. Ça va aussi être un très bon test pour évaluer la réponse au traitement. Des fois, il y a des patients qui vont avoir besoin de faire une aspiration puis une biopsie de moelle osseuse pour voir s'il y a des lymphomes dans la moelle osseuse. Comment ça se fait, ça? Ça se fait sous anesthésie locale, un peu comme chez le dentiste. On fait un prélèvement dans l'os de la hanche, dans la crête iliaque, avec une aiguille pour aspirer le liquide, puis avec une autre aiguille pour prendre un petit morceau d'os. Des fois, il y a des patients qui vont avoir besoin d'évaluer si le lymphome a touché le système nerveux central, donc le cerveau ou le liquide céphalo-rachidien. Donc, il va avoir besoin d'une imagerie cérébrale, souvent une résonance magnétique, donc une IRM du cerveau, ou une ponction lombaire, qui est un prélèvement avec une fine aiguille entre 2 vertèbres pour aller échantillonner le liquide céphalo-rachidien, qui est le liquide autour de la moelle épinière et du cerveau. Ces tests-là, ça va vous permettre vraiment de voir où est-ce qu'est le lymphome et s'il y a des conséquences du lymphome sur d'autres organes. Juste un exemple, un CT scan à gauche, ça nous montre à fond un lymphome, un patient avec un lymphome avant puis après le traitement, on voit que les masses sont complètement résolues. Puis le TEP scan, c'est un petit peu la même chose. Ce qu'on voit en plus foncé, les masses anormales, mais c'est des masses de lymphome qui captent le sucre de façon anormale. Puis avec le traitement, mais ces masses-là se sont complètement normalisées. Donc, le stade, comment on classifie le stade? C'est de 1 à 4 selon la classification qu'on appelle la classification de Ann Arbor. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Grosso modo, un stade 1, c'est quand la maladie est localisée à un seul endroit. Par exemple, seulement dans le cou à gauche ou seulement à l'estomac, puis il n'y a pas de lymphome nulle part ailleurs. Un stade 2, c'est quand il y a plus qu'un site ganglionnaire atteint par le lymphome, mais tout du même côté du diaphragme. Donc, le diaphragme, c'est le muscle entre les poumons et le ventre qui nous aide à respirer, puis ça divise un peu le corps en deux. Un stade 3, c'est quand il y a 2 sites ganglionnaires qui sont atteints ou plus, mais de chaque côté du diaphragme. Donc, par exemple, dans le cou puis dans l'aine. Quand il y a un stade 4, c'est quand il y a plusieurs sites extraganglionnaires qui sont atteints par le lymphome ou un site ganglionnaire puis un site non ganglionnaire distant. Il faut faire attention parce que quand on parle de stade en lymphome, c'est vraiment juste à titre descriptif. Ça n'a pas le même impact que quand on pense à des cancers solides, par exemple. Je m'explique. Quand on a un cancer du poumon, du côlon, puis un stade 4, ça veut absolument dire qu'on a des métastases, puis qu'habituellement, ce n'est pas guérissable. Pour un lymphome, c'est très différent. La plupart des patients ont des stades avancés, des stades 3 et 4, puisque les lymphocytes, ça circule souvent dans le sang, puis ça a tendance à les poser à différents endroits dans le corps. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas traitable ou pas guérissable. Des fois, les médecins ils vont ajouter, en plus du stade 1 à 4, des lettres à côté du stade. Donc, on va préciser si vous avez ou pas les fameux symptômes B. Fièvre sur la nuit, perte de poids. Si vous n'en avez pas, on va dire A. Si vous en avez, on va dire B. On va des fois préciser s'il y a des maladies extraganglionnaires avec un E ou s'il y a des sites de très grande taille avec un X. Donc, comment on divise tous les différents sous-types de lymphome non-hodgkinien? Souvent, on divise la façon clinique que ça se présente en lymphome agressif versus indolent. Fait que les lymphomes agressifs, c'est les lymphomes qui ont une croissance rapide. C'est environ 60% des cas de lymphome non-hodgkinien. C'est des patients qui souvent ils vont bien, puis du jour au lendemain, il y a différents symptômes qui se présentent, qui les amènent à consulter. Ça peut causer, dans le fond, des problèmes, ça peut menacer la vie, mais heureusement, c'est curable dans la grande majorité des cas. Le typique, c'est le lymphome diffus à grande cellule B. Sinon, il y a les lymphomes indolents qui, eux, ont une croissance lente. C'est à peu près 40% des cas de lymphome non-hodgkinien. Alors, c'est des lymphomes qui ont une évolution lente, souvent pas trop de symptômes ou des symptômes qui progressent lentement. C'est des maladies qui vont bien répondre au traitement quand on a besoin de les traiter, mais qui malheureusement sont incurables. C'est-à-dire que ça va tendre à revenir avec le temps un petit peu plus tard. Donc, il y a beaucoup de patients qui vont avoir besoin plus qu'un traitement pour endormir leur lymphome indolent au courant de leur vie. Le plus typique, c'est le lymphome folliculaire. Il faut comprendre que les lymphomes indolents, ils ont un risque au courant de la vie de se transformer rarement, mais en lymphome agressif. Donc ça, nous, on va garder un œil attentif à ces symptômes-là.
Donc, voici une liste non exhaustive là, des différents types de lymphomes agressifs ou indolents, mais les plus fréquents, il y a les lymphomes différentes cellulés, puis il y a différentes variantes. Les lymphomes indolents qui se transforment en lymphomes agressifs. Le lymphome à cellules du manteau, qui est souvent une présentation agressive, mais malheureusement tend à rechuter comme les lymphomes indolents. Il y a les lymphomes de Burkitt, qui est très agressif, puis les lymphomes T sont plus souvent là, agressifs aussi. Les lymphomes indolents les plus fréquents, c'est le lymphome folliculaire. Ça, il y a les lymphomes de la zone marginale, qui a différents sous-types qui peuvent atteindre les ganglions, la rate ou ce qu'on appelle les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, le lymphome malt. Il y a le lymphome à petits lymphocytes B ou la leucémie lymphocytaire chronique, qui est comme le même spectre d'une même maladie, dépendant si les lymphocytes anormaux ils sont seulement dans les ganglions ou s'ils circulent aussi dans le sang. Ça se traite un petit peu différemment des autres lymphomes non-hodgkiniens. Sinon, on a les lymphomes lymphoplasmacytaires, qu'on appelle aussi la maladie de Waldenstrom. Puis les lymphomes T cutanés, la plupart du temps, sont plutôt indolents aussi. Alors, on peut aussi diviser les lymphomes indolents versus agressifs ou selon le type de lymphocyte qui devient cancéreux. Comme j'avais dit, soit les lymphocytes B ou les lymphomes T ou aux cellules NK. Donc, vous comprenez qu'on ne passera pas en détail tous ces lymphomes-là aujourd'hui et qu'il y a vraiment beaucoup de variations dépendant de chaque patient et de chaque lymphome. Donc, le plan de traitement, comment on décide comment on va vous prendre en charge? Bien, il y a différents facteurs qu'on va évaluer la première fois qu'on vous voit. Donc, en premier, la base, c'est vraiment le type de lymphome que vous avez. Est-ce que c'est un lymphome à cellule B, T ou NK? Est-ce que c'est un lymphome qui est agressif ou indolent? On va évaluer le stade de la maladie. On va évaluer si vous avez ou pas des symptômes B. On va prendre en considération votre âge et si vous avez des problèmes de santé. Et la première fois qu'on va traiter le lymphome, ce ne sera pas la même chose que si la maladie revient ou ne répond pas au premier traitement. À ce moment-là, on va changer la recette. Un des outils qu'on utilise en clinique, c'est ce qu'on appelle le statut de performance, qu'on évalue avec l'échelle qu'on appelle l'ECOG. Donc ça, c'est pour évaluer votre état de fonctionnement, puis voir à quel point est-ce que le lymphome il vous empêche de fonctionner, puis il y a des conséquences dans votre vie de tous les jours. Donc, un ECOG à 0, c'est quelqu'un qui est pleinement actif, une activité normale, puis c'est comme s'il n'y avait pas de maladie. Un ECOG à 1, c'est quelqu'un qui est plus restreint dans les activités physiques fatigantes, un petit peu moins d'endurance qu'avant le lymphome, mais il est quand même capable de faire toutes ces activités. Un ECOG à 2, c'est quelqu'un qui est pas capable de faire des activités professionnelles ou des activités domestiques, mais qui reste quand même capable d'être debout et actif la majorité de la journée. Un ECOG à 3, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide pour ses soins personnels, puis qui est confiné au lit la majorité de la journée. Et un ECOG à 4, malheureusement, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de conséquences de son lymphome, puis qui est inactif dans sa vie, confiné au lit. Donc, le statut de performance, ça nous aide surtout à évaluer le bon traitement pour vous. C'est sûr que le but, c'est qu'avec les traitements, vous retrouviez un statut de performance, puis un état fonctionnel tout à fait normal et de retour à votre base à vous. Donc, un survol des approches thérapeutiques, en résumé, en survol, agressif versus indolent. Donc, les sous-types agressifs de lymphome à cellule B, on va les traiter habituellement avec un anticorps contre les lymphocytes B qu'on appelle le rituximab avec de la chimiothérapie. Parfois, on va ajouter de la radiothérapie à la fin. Donc, quand on a un lymphome agressif, il y a toujours une indication de traitement. Puis le but, c'est vraiment de guérir la maladie, puis on y arrive dans la majorité des cas. Les sous-types indolents de lymphome à cellule B, là, il y a différentes options dépendant des différents facteurs qu'on va discuter plus en détail, mais on peut surveiller les patients qui n'ont pas de symptômes. On peut faire de la radiothérapie quand c'est un stade précoce, localisé à un seul endroit. Sinon, on peut faire du rituximab avec ou sans chimiothérapie. Puis le but, c'est vraiment de mettre la maladie en rémission, d'endormir la maladie, mais c'est rare qu'on peut guérir complètement, donc ça va nécessiter une surveillance à long terme. Je glisse maintenant un mot sur les essais cliniques, puisque ça se peut que ça vous soit proposé là, dans différents moments au cours de votre trajectoire en lymphome. Donc, les essais cliniques, c'est une belle opportunité d'avoir accès à des médicaments qui sont plus novateurs, plus ciblés, qu'on n'a pas accès encore dans la vie de tous les jours. Donc, si votre médecin hémato-oncologue vous propose un essai clinique, c'est qu'il pense qu'il y a un bénéfice pour vous particulièrement. Vous avez toujours le droit d'accepter ou refuser, mais ça vaut la peine au moins d'écouter l'option puis de prendre connaissance un petit peu de ce qu'on vous propose parce que c'est souvent un avantage là, pour les patients. Donc, le lymphome à grande cellule B, c'est le lymphome le plus commun, c'est 30 à 40 de tous les lymphomes. Puis c'est vraiment le typique lymphome agressif. Fait que ça a une croissance rapide, ça cause des symptômes absolument qui amènent les gens à consulter.
Si on ne traite pas, ça peut être mortel parce que le lymphome va continuer à progresser puis éventuellement causer différentes complications d'organes. Heureusement, c'est un lymphome qu'on est capable de bien traiter, puis la guérison est obtenue chez au moins 2 tiers des cas qu'on traite. Ça se présente souvent à un âge dans la soixantaine, mais c'est variable. Il y a des patients beaucoup plus jeunes et beaucoup plus âgés. Lors d'une diagnostic, la majorité des patients vont avoir un stade avancé, comme je disais plus tôt, puis ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de guérir. Il y a aussi 40 qui vont avoir une atteinte hors ganglionnaire, donc soit le poumon, le foie, les reins, l'intestin, des fois le cerveau. Il y a un index pronostic qui existe pour essayer d'évaluer un petit peu c'est quoi le risque que votre lymphome réponde moins bien au traitement. On appelle ça l'index pronostic international ou l'EPI. Puis ça prend en compte différents facteurs comme l'âge entre 60 ans, l'élévation des lactates déshydrogénases ou LDH, qui est un marqueur qui peut être élevé dans certains lymphomes et puis qui est souvent dosé là, à chaque fois que vous voyez votre hématologue. Le statut de performance, comme on dit, l'état fonctionnel, le stade avancé ou s'il y a plus qu'un site extraganglionnaire. Donc, dépendant du nombre de facteurs, ça peut nous mettre plus à risque d'avoir des complications de la maladie. J'ai mis le tableau ici avec les chiffres statistiques, mais il faut surtout comprendre que c'est des statistiques qui datent de 2010, donc des patients qui ont reçu des traitements il y a 20 ans de ça. Donc, il faut comprendre que on est capable de guérir la majorité des patients, même ceux qui ont plus de facteurs de risque, et que les chiffres en 2023 sont certainement meilleurs que ça là, dans la majorité des patients. Donc, les traitements en lymphome agressif, il y a toujours une indication de traitement. Et habituellement, on fait une combinaison de chimiothérapie et d'immunothérapie. Donc, ce qu'on veut dire par immunothérapie, c'est un traitement, on appelle ça un anticorps monoclonal, qui est un traitement ciblé contre les lymphocytes B. Le plus souvent, on utilise le rituximab. Donc, la majorité d'entre vous, si vous avez déjà eu des traitements, vous connaissez ces médicaments-là. On combine le rituximab avec des traitements de chimiothérapie. Le plus souvent, c'est ce qu'on appelle le CHOP, qui est un mélange de différents agents de chimiothérapie qui se donne intraveineux sur une journée avec un total de 5 jours de comprimés de prednisone. C'est des cycles qui se répètent aux 3 semaines. Habituellement, on fait 6 cycles, mais des fois, on peut en faire un petit peu moins ou plus, dépendant de l'évolution. Puis les essais cliniques, là, ça va toujours peut toujours être une option qui est proposée. La radiothérapie, ce n'est pas une option tout seul en lymphome différentiel B, mais des fois, ça va être ajouté là, en séquentiel après la fin de la chimiothérapie, soit quand il y a des sites localisés puis on fait un petit peu moins de chimio, ou quand il y avait un site qui était de grande taille là, au début puis qu'on pense qu'il y a un plus gros risque de rechute à ce site-là. Les traitements du système nerveux central, ce qu'il faut comprendre, c'est que les traitements comme le R-CHOP, ce pas des traitements qui vont bien pénétrer la barrière hémato-encéphalique, qui est comme l'enveloppe autour du cerveau. Donc, des fois, on va discuter de rajouter des traitements pour prévenir que le lymphome se propage au niveau du cerveau. Puis les traitements qui vont être proposés, ça va être soit de la chimiothérapie intraveineuse à forte dose, qu'on appelle souvent le méthotrexate intraveineux, à ajouter en plus des R-CHOP ou des traitements intratécales. Les traitements intratécales, ça, c'est des traitements de chimiothérapie qu'on va porter directement via une fonction lombaire dans le liquide céphalorachidien. Donc ça se peut que ce soit des options qui soient discutées avec vous par votre hémato-oncologue. Les effets secondaires des traitements puis de la chimiothérapie, le plus important pour nous, c'est vraiment la fièvre et les infections. Parce que la chimiothérapie, ça va détruire vos cellules de lymphome, mais ça va aussi détruire un petit peu votre bon système immunitaire. En particulier, la chimiothérapie, ça fait souvent baisser les neutrophiles, qui sont, comme on parlait au début, un type de globules blancs qui sont importants pour nous défendre des infections bactériennes. Donc, quand notre système immunitaire est bas, et puis il faut surveiller la température. Puis si on fait de la fièvre, c'est 38 degrés Celsius soutenu ou 100,4 degrés Fahrenheit. C'est vraiment important d'aller consulter à l'urgence rapidement. Ce n'est pas le moment de prendre des Tylenol, de voir si ça passe. Quand on est immunosupprimé, on est à risque de faire des infections sévères. Donc, on va à l'urgence, on dit j'ai un lymphome, j'ai de la chimio, je fais de la fièvre, vous allez être pris en charge rapidement, isolé. Les antibiotiques intraveineux vont être commencés rapidement. On va faire les examens diagnostiques appropriés. Il se peut que vous ayez besoin d'injections sous-cutanées de facteurs de croissance, comme le grastofil ou le neupogène, pour essayer de diminuer la durée de la neutropénie et diminuer le risque de faire des infections. Ça ne les élimine pas complètement, mais ça diminue les risques. L'effet secondaire de ces facteurs de croissance-là, ça peut faire mal aux os pour certaines personnes. Alors, ça se peut qu'on vous suggère d'essayer de la réactine avant les administrations de facteurs de croissance. Ça peut aider certains patients. En plus de faire baisser les globules blancs, ça peut faire baisser les globules rouges, donc causer de l'anémie. Ça peut faire baisser les plaquettes. Souvent, les plaquettes, ça baisse un petit peu, puis ça remonte tout seul. Puis c'est rare que ça cause des symptômes.
La chimiothérapie, ça peut causer des nausées et vomissements, mais il faut comprendre qu'en 2023, on a vraiment beaucoup de médicaments pour prévenir ou traiter les nausées et vomissements, puis c'est habituellement pas un problème. Donc, d'emblée, avant votre chimiothérapie, vous allez recevoir des médicaments intraveineux pour prévenir les nausées et vomissements. On va vous donner d'autres médicaments au besoin à prendre si vous avez des nausées à la maison. Puis si ça ne fonctionne pas, bien, juste nous tenir au courant, puis on a d'autres moyens là, pour vous aider, puis trouver une recette qui marche pour vous. L'irréducimab, l'anticorps contre les lymphocytes B, ce n'est pas de la chimio, c'est de l'immunothérapie, mais il y a un effet secondaire distinct qui est des réactions d'hypersensibilité. Donc, ce n'est pas vraiment une allergie, mais ça peut ressembler un petit peu à une allergie. C'est souvent lors de la première infusion, donc la première fois que vous recevez ces médicaments-là. Pendant qu'on l'administre, ça peut causer des démangeaisons, des plaques d'urticaire, de la toux, un peu de fièvre, des nausées, de la difficulté à respirer. C'est habituellement transitoire. On donne des médicaments pour prévenir ça, puis c'est vraiment lié à la vitesse de l'administration. Donc, quand ça arrive, on prend une pause, on donne des médicaments, puis habituellement, ça passe. Mais c'est pour ça que la première fois que vous recevez le rituximab, c'est vraiment une longue administration. Vous allez passer comme la journée en clinique de jour à recevoir le traitement. Mais quand il n'y a pas de réaction, les fois suivantes, bien, on peut les donner beaucoup plus rapidement. Puis habituellement, ça va bien. Les autres effets secondaires dans la chimio du R-CHOP, il y a un type de chimio qui peut donner, dans le fond, des toxicités aux petits nerfs. Donc, ça peut faire des engourdissements dans les pieds et les mains. Ça, on s'attend à ce que ça arrive après quelques cycles de traitement, mais nous, on va vérifier pour être sûr qu'il n'y ait pas de conséquences, que ça ne vous fasse pas mal, ça ne vous empêche pas de fonctionner, ça ne vous empêche pas votre motricité fine. Si ça arrive, bien, juste nous dire, puis nous, on va vous questionner, puis on va ajuster la dose des traitements au besoin. Ça peut causer aussi de la constipation, donc on va vous donner des médicaments pour ça. La chimiothérapie, des fois, ça peut être dur pour le cœur, soit en aigu ou plus souvent tardivement. Donc, avant de faire la chimiothérapie pour un lymphome diffus-ventrule B, on va faire des examens du cœur pour être sûr que la force de votre cœur est bonne. Malheureusement, la chimiothérapie pour un lymphome diffus-ventrule B, ça fait perdre les cheveux, mais ça repousse. Il y a un risque d'infertilité qui est variable, là, puis ça dépend un petit peu de votre âge puis des types de traitements. Un mot sur la liste tumorale, parce qu'on vous donne des médicaments pour prévenir ça. Donc, la liste tumorale, c'est quand on donne de la chimiothérapie, puis que ça fait fondre ou détruire vos cellules de lymphome rapidement, puis qu'il y a beaucoup de lymphome, mais les petites cellules cancéreuses qui vont éclater peuvent libérer des déchets dans le sang. Puis rarement, quand il y a beaucoup de déchets qui sont libérés en même temps, le corps n'est comme pas capable de gérer ça, puis ça peut causer des problèmes pour le rein, puis rarement dans les muscles et le cœur. Donc, on va vous donner un médicament qui s'appelle l'allopurinol, un petit peu avant de commencer la chimiothérapie, pour diminuer la production des déchets. Puis on va nous demander de boire beaucoup d'eau pour être sûr que les déchets sont bien éliminés. En prenant ces précautions-là, absolument, on n'a pas de problème. Donc, comment on évalue la réponse? Mais c'est sûr qu'avant chaque cycle de chimiothérapie, on va vous voir comment ça va, on va examiner, voir que les ganglions diminuent, on est bien content, mais on va faire aussi des imageries. Donc, en mi-traitement, on va faire un scan ou un TEP scan souvent, puis surtout à la fin du traitement, on va faire un TEP scan pour évaluer la réponse au traitement. Puis ce qu'on veut en lymphome diffus-ventrule B, c'est vraiment une rémission complète. On se contente de rien de moins. Le but, c'est de se débarrasser complètement de cette maladie-là pour la guérir complètement. Une fois qu'on est en rémission, on va quand même surveiller pour les rechutes, parce que dépendant des facteurs de risque, il y a jusqu'à 20 des patients qui vont rechuter, malheureusement. La majorité des rechutes, c'est dans les 2 ans après la fin des traitements. Donc, on va vous suivre avec des visites médicales, avec des questionnaires, l'examen physique, puis des prises de sang. On va vous suivre plus souvent au début, souvent 3 à 4 visites par année pendant les 2 premières années, puis après ça, aux 6 mois jusqu'à 5 ans. Après 5 ans, si le lymphome n'est pas revenu, les risques que ça revienne, c'est très faible. Donc, on va vous voir une fois par année, soit par l'hémato-oncologue ou par le médecin de famille. On ne fera pas de scan de suivi de routine, on va juste en faire si on a des inquiétudes par rapport à quelque chose. Le lymphome réfractaire ou en rechute, si malheureusement le lymphome ne répond pas ou il revient, on va tout revérifier un petit peu qu'est-ce qui se passe avec vous. On va réévaluer le lymphome. Fait que souvent, ça va prendre une biopsie, refaire des prises de sang, faire le scan, voir où est-ce qu'il y a le lymphome. On va vous réévaluer, vous, c'est quoi votre âge, c'est quoi vos autres problèmes de santé, c'est quoi votre statut de performance, votre état fonctionnel. Puis les grands principes de traitement, ça peut être de la chimiothérapie de rattrapage, parfois suivie d'une greffe de cellules souches autologues, et la thérapie de CAR-T qui est disponible pour les patients qui ont échoué 2 lignes de traitement, puis des essais cliniques là, qui peuvent être très intéressants. On va revenir un petit peu plus tard sur ces grands principes de traitement-là. Le lymphome folliculaire. Maintenant, on change un petit peu de registre. Le lymphome folliculaire, c'est le plus commun des lymphomes indolents. C'est jusqu'à 20 à 30 de tous les lymphomes non hodgkiniens. Les lymphomes indolents, comme je disais, ça a une croissance lente. Donc, souvent, les ganglions vont augmenter de taille très lentement ou presque pas. Ça va grossir et diminuer tout seul. Souvent, il y a des patients qui n'ont pas de symptômes, puis on peut observer les patients sans traitement pendant plusieurs années. C'est des maladies qui vont bien répondre au traitement la plupart du temps, mais malheureusement, ce n'est pas curatif. C'est-à-dire qu'on sait
on va endormir le lymphome, mais que des années plus tard, il va finir par revenir. À ce moment-là, on peut refaire des traitements, réendormir le lymphome et tout ça. Donc, la plupart des gens vont avoir besoin de plusieurs traitements au courant de leur vie avec des poussées rémissions. Ça touche aussi les adultes d'âge moyen avancé dans la soixantaine, mais encore une fois, j'ai des patients beaucoup plus jeunes, des patients beaucoup plus vieux. Donc, comme je disais, la majorité des patients, c'est asymptomatique, puis c'est découvert un petit peu par hasard. Soit on a fait un scan pour une autre raison, on a vu qu'il y avait un petit ganglion enflé à l'examen. Il y a quand même 20 des patients qui vont avoir les symptômes B, donc fièvre, perte de poids sur la nuit. Les ganglions vont souvent augmenter puis diminuer de taille là, sans qu'on fasse rien pour ça. La majorité des patients vont avoir un stade avancé avec donc soit des ganglions atteints des deux côtés du diaphragme, une atteinte de la moelle osseuse, c'est assez fréquent, puis des sites aussi hors des ganglions, c'est fréquent aussi. On a aussi un score pronostic en lymphome folliculaire qui est différent que pour le lymphome diffus à grande cellule B, mais il y a certains éléments similaires. Donc, l'âge en haut de 60 ans, l'élévation des LDH, le stade avancé. Il y a aussi s'il y a plus de 4 aires ganglionnaires qui sont touchées par le lymphome ou s'il y a de l'anémie à cause d'une atteinte de la moelle osseuse par le lymphome. Dépendant de ces facteurs-là, ça nous donne une idée de la survie à 10 ans. Encore une fois, il faut vraiment faire attention que c'est une référence qui date de 2006, donc ça date de plus que 20 ans. Maintenant, nos chiffres sont vraiment meilleurs que ça. Puis la plupart des patients avec un lymphome folliculaire, quand ça répond bien au traitement, il y a une espérance de vie à peu près similaire à la population normale. C'est quand même utile, ça nous donne une idée un petit peu du temps qu'on peut penser être en rémission avec un traitement à base de chimiothérapie puis de rituximab. Donc, par exemple, quand on est à faible risque, la rémission moyenne, c'est à peu près 7 ans. Quand on est à risque intermédiaire, c'est 5 à 6 ans. Puis quand on est à plus haut risque, c'est 3,5 ans à peu près de rémission. Les indications de traitement, comme je dis, c'est pas tout le monde qui a besoin d'un traitement immédiatement quand il y a un lymphome folliculaire. Ça dépend des fois de certains critères d'agressivité de la tumeur au niveau de la pathologie, du stade de la maladie, surtout s'il y a des symptômes. Donc, s'il y a des symptômes B qui sont incommodants pour vous, s'il y a des gros ganglions ou des ganglions qui sont mal placés, qu'on a peur que ça puisse entraîner des complications, ou s'il y a de l'anémie, la baisse de plaquettes à cause qu'il y a une atteinte de la moelle osseuse trop importante, mais là, ça, c'est des indications de traitement. Puis pour le choix du traitement, on va prendre en considération encore une fois votre âge, puis si vous avez d'autres problèmes de santé. Les options de traitement, bien, l'attente sous surveillance, c'est un traitement qui est souvent fait la première fois quand il n'y a pas de symptômes. Pourquoi on fait ça? Des fois, ça peut être un peu anxiogène pour les patients de dire j'ai un cancer puis on ne me traite pas. Bien, c'est qu'il n'y a pas de bénéfice à traiter plus tôt quand il n'y a pas de symptômes. Puis les études puis la clinique nous ont montré qu'il n'y a pas d'effet délétère à attendre quand il n'y a pas d'indication de traitement. On va vous suivre. Puis si à un moment donné, les ganglions grossissent trop, il y a des symptômes, à ce moment-là, on va vous traiter. Puis il n'y aura pas d'effet délétère sur votre évolution. Au contraire, ça va vous avoir laissé plusieurs années, des fois, sans traitement, pour pouvoir continuer votre vie normale. Quand le site est localisé à un seul endroit, à ce moment-là, ça peut être très utile de faire de la radiothérapie pour avoir une rémission prolongée, puis même peut-être guérir certains patients. Sinon, on peut faire de l'immunothérapie comme le rituximab seul. Ça peut être utile quand il n'y a pas trop de maladies, quand on est un petit peu plus âgé ou qu'on a le goût d'éviter la chimiothérapie. Par contre, ce qui donne des réponses les plus profondes puis les plus longues, c'est souvent un mélange de l'immunothérapie avec la chimiothérapie. Donc, encore le fameux rituximab, qui est l'anticorps contre les lymphocytes B. Puis, on va le combiner à différents agents de chimiothérapie. Souvent, on va utiliser avec la bendamustine, mais aussi le COP ou le CVP, c'est la même chose, ou parfois le CHOP. Ce qui est intéressant, c'est que la bendamustine ou le COP, bien, ça ne fait pas perdre les cheveux. Parfois, il y a des patients qui vont avoir un bénéfice de faire ce qu'on appelle un traitement d'entretien, donc l'anticorps qu'on va donner aux 2 mois pour 2 ans pour essayer de prolonger la rémission, mais ce n'est pas toujours indiqué. Les essais cliniques, ça revient souvent. Pour les lymphome folliculaires aussi, on va évaluer la réponse avant chaque cycle de traitement, puis sinon, on va faire un scan en mi-traitement, puis un TET scan en fin de traitement là, pour voir comment est la réponse. Puis ce qu'on veut, c'est au moins une rémission partielle. C'est encore mieux si on a une rémission complète, mais si on a au moins une diminution de 50 des ganglions sans nouveau site atteint, on est quand même content. Puis ensuite, comme je dis, les lymphomes indolents s'attendent à rechuter éventuellement. Alors, on va faire un suivi long terme avec des visites médicales avec, encore une fois, questionnaire, examen physique, prise de sang, souvent 4 fois la première année, puis après ça, aux 3 à 6 mois. Puis, contrairement aux lymphomes différentes cellules B, souvent, je dis que c'est comme un abonnement un petit peu à vie là, avec notre clinique d'hématologie, puisque les lymphomes, ça peut rechuter 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard. On ne fait pas de scans de suivi, on va faire des scans au cas par cas. Quand la maladie
lymphome folliculaire rechute ou est réfractaire, la première question qu'on se demande, c'est toujours être sûr que c'est encore la même maladie puis que ça ne s'est pas transformé en lymphome agressif. Donc, souvent, ça va prendre une nouvelle biopsie. Puis, on va tenter de guider la biopsie souvent avec le TEP scan. Parce que le TEP scan, comme je vous dis, ça peut nous aider à voir s'il y a des sites qui ont l'air plus agressifs ou plus méchants que d'autres. Puis, souvent, c'est là qu'il faut aller chercher le ganglion. Sinon, on va vous réévaluer selon votre âge, vos problèmes de santé, votre état fonctionnel. Puis, on va diviser un petit peu les lymphomes folliculaires qui reviennent quand ils ne sont pas transformés. On va séparer les patients qui reviennent précocement, donc moins de 2 ans après un traitement de réduction avec de la chimiothérapie. Ça, malheureusement, c'est des patients qui ont tendance à avoir un lymphome plus réfractaire puis ont plus de risque de décéder de la maladie. Les rechutes tardives, plus de 2 ans après le premier traitement, ça, c'est des patients, habituellement, ça va plutôt bien. On peut changer la sorte de traitement avec des bonnes réponses, puis l'espérance de vie qui semble être similaire là, à la population qui n'a pas de lymphome. Donc, les récidives précoces, s'il n'y a pas de symptômes, c'est quand même encore une option d'observer de près sans commencer des traitements tout de suite. Sinon, il y a des patients qui vont faire de la chimiothérapie suivie d'une greffe de cellules souches autologues. Sinon, les essais cliniques, là, ça peut être une très bonne idée. Les rechutes tardives, bien là, on a un petit peu plus d'options. On peut observer, on peut faire seulement un anticorps contre les lymphocytes, comme le rituximab, un mélange de chimio et d'immunothérapie, mais souvent une recette différente que la première fois. La radioimmunothérapie, là, qui n'est pas souvent utilisée, ou des fois, il y a des nouveaux agents oraux, comme le lénaludomide, qui peut être utile. Les essais cliniques aussi, quand c'est disponible. Un mot sur la transplantation de cellules souches autologues, puisque je l'ai mentionné autant en lymphome différentiel B qu'en lymphome folliculaire. Donc, ça, c'est un traitement qui peut être indiqué pour certains types de patients avec un lymphome non hodgkinien, surtout quand il y a une maladie qui est réfractaire ou qui rechute. Ça peut aussi être utilisé pour les patients en première rémission pour les lymphomes du manteau ou pour certains lymphomes T agressifs. L'objectif de traitement, c'est de guérir certains types de lymphomes, comme les lymphomes différantiels B qui ont rechuté. On pense qu'on est capable de guérir à peu près la moitié des patients avec la greffe de cellules souches, ou sinon de prolonger la vie sans cancer, donc augmenter le temps en rémission. Donc ça, c'est surtout pour les lymphomes folliculaires qui ont rechuté précocement, ou par exemple pour les lymphomes du manteau en première réponse. Qu'est-ce que c'est que la transplantation de cellules souches? Souvent, les gens pensent que c'est, dans le fond, la greffe de cellules souches, c'est un traitement, mais en fait, la greffe des cellules souches comme telle, c'est pas ça le traitement. Le traitement, c'est vraiment, on va vous donner la chimiothérapie à forte dose à l'hôpital. Puis cette chimiothérapie-là, ça va être pour détruire toutes les petites cellules de lymphome qui pourraient rester, mais ça va aussi détruire votre moelle osseuse. Donc, ce qu'on fait, c'est que préalablement, avant d'infuser cette chimiothérapie-là forte, on va collecter vos cellules souches, les mettre de côté, puis les protéger de la chimiothérapie, puis vous les réinfuser après avoir reçu la chimiothérapie pour vous permettre à votre corps de récupérer, puis à votre formule sanguine de se normaliser. Donc, comment on collecte les cellules souches? On les collecte, dans le fond, en stimulant votre moelle osseuse avec des facteurs de croissance, mais à plus forte dose, pour que les cellules souches sortent de votre moelle puis aillent se promener, circuler dans votre sang. On va prélever votre sang par une aiguille, la faire passer dans une machine qu'on appelle une machine d'aphérèse, qui va être capable d'isoler les cellules souches puis vous donner le reste de votre sang. C'est une procédure qui dure plusieurs heures. Ça nous permet de récolter vos cellules souches qu'on va pouvoir mettre de côté pour vous réinfuser quand on est prêt. Quand on parle de transplantation ou de greffe de cellules souches, il faut juste se rappeler qu'il y a 2 grands types de greffe de cellules souches. Donc, la greffe de cellules souches autologue, là, que je viens de vous parler, où la greffe, comme telle, c'est vraiment pas un traitement, ça vous permet juste de récupérer de la chimiothérapie forte dose. Mais aussi la greffe de cellules souches allogéniques, où c'est un petit peu similaire. On donne de la chimiothérapie qui peut être forte ou plus d'intensité modérée. Et au lieu de vous réinfuser vos cellules, on réinfuse après ça les cellules d'un donneur, qui peut être un donneur de votre famille ou un donneur complètement inconnu, mais qui est compatible avec vous. C'est 2 traitements qui sont quand même difficiles, qui ont des effets secondaires. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est éligible à ces traitements-là. Il y a un âge limite, puis il faut être quand même en bonne forme parce qu'il y a des risques, dans le fond, de complications différentes. Un mot sur la thérapie par CAR-T qui est actuellement disponible pour les lymphomes différentiels B puis les lymphomes du manteau qui ont échoué au moins 2 lignes de traitement. C'est un traitement qui permet vraiment d'utiliser votre propre système immunitaire, de le modifier pour le permettre d'aller attaquer le lymphome. Donc, plus spécifiquement, on va collecter vos lymphocytes T. On va les modifier en laboratoire pour qu'ils expriment
récepteur corps, qui est comme un petit bras, qui est comme une tête chercheuse pour lui permettre d'aller retrouver et aller détruire spécifiquement les cellules de lymphome. Les CAR-T, c'est un traitement qui est quand même complexe, là, qui a différentes étapes. Donc, en premier, il faut être évalué par un centre qui fait des CAR-T. Donc, pour l'instant, au Québec, il y a 3 centres, là, 2 à Montréal, puis un à la ville de Québec là, qui fait des CAR-T. On va vous évaluer, on va revoir tout votre dossier, puis on va décider ensemble si c'est un bon traitement pour vous. Si c'est le cas, la prochaine étape, c'est de collecter vos lymphocytes T. C'est un petit peu similaire à la collecte pour les cellules souches autologues, mais la différence, c'est qu'on ne donne pas de facteur de croissance avant. On va collecter vos cellules souches, puis on va les envoyer dans une usine aux États-Unis qui va aller modifier vos lymphocytes T pour qu'ils expriment le petit récepteur qui permet de reconnaître et de détruire le lymphome. Puis on va multiplier des millions de fois vos cellules en laboratoire pour vraiment monter une armée prête à aller détruire votre lymphome. Ça prend à peu près 3 à 4 semaines, là, fabriquer les cellules de CAR-T. Donc, pendant ce temps-là, souvent, on va vous proposer des traitements pour essayer de garder votre maladie sous contrôle. Donc, ça peut être souvent de la radiothérapie. Des fois, ça va être des corticostéroïdes ou de la chimiothérapie ou des traitements plus ciblés. Le but, c'est vraiment juste de maintenir votre lymphome sous contrôle en attendant qu'on reçoive vos cellules. Quand on reçoit les cellules 3 à 4 semaines plus tard, avant de vous les infuser, on va vous donner 3 jours de petite chimiothérapie. Le but de cette petite chimio-là, ce n'est pas de détruire votre lymphome, mais c'est vraiment plus de rendre votre corps accueillant pour nos super lymphocytes puis qu'il y ait toute la place pour travailler. Donc, on vous donne 3 jours de petite chimiothérapie, on prend une pause de 2 à 8 jours, puis après ça, on vous infuse les cellules CAR-T. L'infusion des cellules CAR-T, ça se fait dépendant de vous, dépendant du centre, puis dépendant du type de CAR-T. Ça peut se faire à l'hôpital avec une hospitalisation de minimum 7 jours, mais en moyenne plus 2 semaines, ou ça peut se faire des fois en centre de jours, dépendant de différents facteurs. On va vous demander de rester proche de l'hôpital qui fait des CAR-T pour au moins 30 jours pour surveiller les effets secondaires là, aigus que je vais vous expliquer juste après. On va vous suivre pendant les 3 premiers mois, puis après ça, si tout est sous contrôle, tout est clair, on va vous retourner à votre hématologue traitant avec des consignes claires à suivre. Donc, comme je vous disais, l'évaluation initiale dans le centre de CAR-T, c'est pour vraiment valider que le CAR-T, c'est le bon traitement à la fois pour vous, contre votre lymphome, puis pour vous, selon votre état de santé. On va, nous, vérifier toute l'histoire de votre lymphome, vos biopsies, vos scans, les traitements que vous avez reçus dans le passé. On va aussi faire des prises de sang, une radiographie des poumons, vérifier le taux d'oxygène, être sûr qu'il n'y a pas de problème au niveau du cœur. Puis on va absolument faire aussi une imagerie du cerveau puis une ponction lombaire pour voir s'il n'y a pas du lymphome au niveau du système nerveux central. Au besoin, on va refaire des scans. Le CAR-T, il y a des effets secondaires qui sont vraiment différents là, de la chimiothérapie. C'est des effets secondaires distincts dans le premier mois. Donc, il y en a 2 qui sont spécifiques, assez typiques des CAR-T. Donc, le syndrome de libération des cytokines. Il faut comprendre qu'on a monté un système immunitaire prêt à aller attaquer vos lymphomes. On vous l'infuse, puis c'est comme si vous faites une grosse réaction inflammatoire, comme une grosse grippe. Ça va se présenter avec de la fièvre, souvent avec mal aux muscles, la fatigue, mal à la tête. Mais ça peut aussi amener une baisse de la pression artérielle, puis la baisse de la saturation en oxygène. Ça arrive absolument dans les 2 à 4 jours après l'infusion des CAR-T, puis ça dure quelques jours. Puis nous, on va vous traiter pour ça le temps que ça passe. L'autre effet secondaire qui est distinct, c'est les effets secondaires neurologiques. Ça se présente de vraiment différentes façons, dépendant du patient. Ce n'est pas prévisible, mais ça peut être assez subtil, comme une diminution de l'attention, de la difficulté à trouver le bon mot. Mais des fois, les gens peuvent être vraiment confus, somnolents. Ça débute souvent dans la première semaine, mais parfois c'est un peu plus tard dans le premier mois. C'est pour ça qu'on va vous demander de ne pas conduire votre auto pendant les 60 jours après l'infusion du CAR-T. Il faut comprendre que ces effets secondaires-là, c'est majoritairement transitoire, prévisible, puis c'est complètement réversible, à part quelques rares cas. Nous, on est habitués de voir ça puis de gérer ça. Ça ne vous inquiète pas trop. Les autres effets secondaires qui sont plus typiques de n'importe quel traitement contre le cancer ou contre les lymphomes, c'est la baisse des bonnes cellules du sang. Donc, il y a à peu près un tiers des patients qui vont avoir une baisse des globules rouges, des plaquettes ou des neutrophiles là, qui vont persister là, dans le premier mois après l'infusion. Ça peut durer des fois plusieurs semaines à plusieurs mois. Fait qu'au besoin, on va vous donner des facteurs de croissance ou des transfusions. Sinon, les CAR-T, c'est super bon pour détruire votre lymphome, mais ça va aussi détruire votre bonne immunité. Donc, vous allez être immunosupprimé pour une durée qui est quand même imprévisible, qui est difficile à quantifier. On va vous donner des médicaments pour prévenir certaines infections pour au moins 1 an après le CAR-T. On va vous proposer de refaire les vaccins que vous aviez faits quand vous étiez jeune, à un certain moment après les CAR-T. Puis, au besoin, si vous faites beaucoup d'infections puis que vos anticorps à vous sont bas à cause des CAR-T, peut vous les supplémenter avec des anticorps de donneur.
Et pour l'instant, les CAR-T, l'indication actuelle là, au Québec, c'est vraiment les lymphomes à grande cellule B avec différents sous-types, incluant les lymphomes folliculaires transformés puis les lymphomes primaires du médiastin, aussi les lymphomes à cellules du manteau qui ont échoué au moins 2 lignes de traitement. Puis pour être éligible, il y a vraiment différents facteurs, mais grosso modo, pas d'âge limite. Il faut être en bon état général. Je pense que c'est vraiment ça le plus important. Il faut avoir une bonne fonction du cœur, des poumons, les reins, le foie. Il ne faut pas avoir de problèmes de santé majeurs. Il faut avoir une bonne formule sanguine, puis surtout un bon support social. Aussi comprendre que ça, c'est les indications actuelles. On s'attend à ce que dans les prochains mois, années, ça évolue, puis il y a de plus en plus de patients qui peuvent bénéficier de ces traitements-là. Les effets secondaires des traitements, on en a passé plusieurs, là, je ne vais pas revenir là-dessus, mais juste rappeler que nous, on est là pour essayer de diminuer le plus possible ou prévenir ces effets secondaires-là. Donc, pas hésiter d'en parler à votre équipe d'hémato-oncologie. Donc, les faire pivot, votre médecin, pharmacien, on a beaucoup de moyens pour essayer que vos traitements se passent le plus facilement possible. Donc, la gestion des effets secondaires, ça se peut que vous ayez besoin de transfusion, de facteurs de croissance, d'antibiotiques, des médicaments contre les nausées, vomissements, des médicaments contre la diarrhée, constipation. On va vous suggérer, dans le fond, de vous laver les mains très souvent pour éviter les infections. Puis la vaccination, des fois, on va essayer de vacciner avant de commencer les traitements. Puis si on ne peut pas, ça va être des fois après les traitements. Les soins de suivi, c'est super bon pour vous, là, dans le fond, de garder un registre des traitements. Comme ça, si vous arrivez à l'urgence, puis les médecins n'ont pas nécessairement votre dossier médical sous les yeux, mais peuvent avoir une idée un petit peu de c'est quoi votre trajectoire. N'hésitez pas à poser des questions, discuter des résultats avec le médecin, demander des copies de vos résultats. D'avoir un informe, un cancer, autant que vous ayez besoin de traitement ou de juste être surveillé, bien, c'est sûr que ça peut être difficile sur le moral, ça peut amener de l'anxiété pour vous, pour vos proches. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de support. Il y a quand même toute une équipe là, en hémato-oncologie qui sont là pour vous aider, comme des psycho-oncologues, des travailleurs sociaux, etc. Puis vous pouvez aussi demander un plan de soins pour l'après-cancer. Puis qu'est-ce que ça peut avoir, un plan de soins? Bien, un résumé des traitements que vous avez eus, une information sur les effets secondaires peut-être plus tardifs qu'il faudrait que vous surveilliez. Ce qui est super important, c'est les signes de récidive qu'il faut surveiller puis nous appeler si jamais il y a des inquiétudes. Des lignes directives, des fois pour vous, pour votre médecin de famille, sur le dépistage des cancers secondaires, des recommandations pour un mode de vie sain. Puis ici, on pourrait vous identifier des ressources communautaires ou comme des ressources comme vous avez sur qui est disponible à la Société de leucémie Lymphome Canada. Là, il y a des bonnes ressources aussi pour vous. Les effets à long terme, des effets de la chimiothérapie qui durent plus longtemps ou qui arrivent plus tardivement, entre autres des effets cognitifs, c'est pas rare que les gens vont avoir plus de misère à se concentrer, problèmes de mémoire. Ça, n'hésitez pas d'en parler parce que des fois, il y a des ressources ou des aides qu'on peut vous fournir pour ça. Les effets physiques, ça va dépendre vraiment des traitements que vous recevez, de la chimio ou de la radiothérapie. Ça peut amener des fois des problèmes cardiaques ou thyroïdiens, dépendant des sites qui peuvent avoir reçu de la radiothérapie. La chimiothérapie, malheureusement, ça peut augmenter le risque de cancer secondaire parce qu'on peut abîmer les bonnes cellules de votre corps aussi. Il peut y avoir des problèmes de fertilité puis de la fatigue. Les effets psychologiques, on en a parlé aussi. Donc, ça fait le tour de la présentation pour moi. J'espère que je ne vous ai pas trop étourdi avec toutes ces informations-là. Je pense que les messages clés, c'est juste de comprendre qu'il y a vraiment plein de sortes de lymphomes différents, puis que chaque personne, même pour le même lymphome, même le même traitement est vraiment différent. Puis on va essayer vraiment de vous prendre en charge de façon la plus personnalisée possible. Ne pas hésiter à nous faire signe. L'équipe d'hémato-oncologie est vraiment là pour vous aider si vous avez des difficultés. Puis finalement, on est chanceux parce qu'en hématologie, il y a vraiment une croissance, le grand V de toutes les avancées technologiques, les nouveaux traitements qui arrivent. Donc, ça donne vraiment beaucoup d'espoir pour nous, pour les proches, pour les patients. Puis que les essais cliniques, là, ça peut être vraiment une bonne façon d'avoir accès à ces médicaments-là avant que ça soit disponible là, pour de routine. Donc, merci beaucoup de votre attention, puis merci encore. Bien, merci beaucoup, beaucoup, Dr. Laverdure. C'était très, très intéressant. Moi, malgré le temps, j'en écoute beaucoup des présentations, puis j'en apprends à chaque fois. Encore cette fois-ci, j'en ai appris. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est maintenant l'heure de la période de questions. J'ai reçu quand même un bon nombre de questions. Donc, tel que mentionné en introduction, nous vous invitons à écrire vos questions dans la zone questions-réponses au bas de votre écran. On va les lire à la voix haute si on a le temps. J'en ai beaucoup. Donc, en raison du grand nombre de participants, et du temps limité, comme je vous dis, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes les questions, mais on va faire un suivi, donc, à la fin.
Donc, comme première question, j'avais, bonjour, pouvez-vous m'indiquer le lien entre les herbicides à base de glyphosate et les LNH? Merci. Je sais que vous en avez glissé un petit peu au début des causes agricoles, là, mais donc, voilà. Malheureusement, là, j'ai vraiment pas beaucoup d'explications par rapport à ça. Des fois, quand on parle de facteurs de risque, ce qu'on remarque, c'est qu'en évaluant la population, on voit que les gens qui sont exposés à ce type de composés-là, il y a une incidence plus élevée que les gens qui ne sont pas nécessairement exposés. Donc, on n'a pas nécessairement un lien de causalité direct, mais on voit des associations qui sont, comme je disais, aussi en recherche, puis pour lesquelles on n'a pas beaucoup d'explications encore là, à ce que je cherche. OK, parfait, merci. Une autre question, quelqu'un qui nous demande si c'est déconseillé d'aller travailler dans des services de garde à l'enfance pour une personne vivant avec un LNH, donc de type de MALT, mais le risque d'infection peuvent-ils avoir une incidence sur le lymphome? Est-ce que c'est quelque chose qui... Oui. C'est ça. Donc, c'est sûr que c'est important de parler avec votre hémato-oncologue, savoir dépendant des différentes choses dans vos prises de sang, des traitements que vous avez reçus dans le passé ou que vous n'avez pas reçus, il va y avoir différentes recommandations qui vont être faites pour vous. C'est sûr que les lymphomes non-hodgkiniens indolents, comme les lymphomes de Malte, c'est une condition qui est là, c'est chronique, puis que la plupart des gens vont avoir une espérance de vie totalement normale. Donc, le but, c'est vraiment de reprendre une vie normale, puis de ne pas être dans une bulle le restant de sa vie. Alors là, c'est vraiment une discussion dépendant où vous êtes par rapport à vos traitements précédents. Les patients qui viennent de recevoir des traitements et qui sont immunosupprimés, on va souvent leur dire d'attendre un petit peu que l'immunité reprenne un peu en force. On va suggérer sinon de refaire les vaccins, prendre des précautions supplémentaires. Donc, c'est une excellente idée d'en parler avec votre équipe hémato-oncologique pour des traitements, pour des recommandations plus spécifiques à votre situation. Super, merci. Une autre question. Donc, concernant le LNH folliculaire, la statistique concernant la survie et la fréquence de rechute retrouvée dans les documents de recherche sont pour les 65 ans et plus. Je me demandais si vous pouviez nous guider ou trouver la statistique de survie pour les jeunes adultes. Ça, c'est la première partie de la question. Okay, bon, donc, en fait, les statistiques de survie que je vous ai montrées, ce n'est pas nécessairement pour les patients, c'est pour tous les patients. Puis la moyenne d'âge, c'est dans 60-65 ans. Donc, il y a des gens plus jeunes, des gens plus vieux. Il y a certaines statistiques qui peuvent être disponibles dans des papiers pour les gens plus jeunes, mais ça dépend vraiment de différents facteurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez un lymphome folliculaire qui répond bien au premier traitement, la plupart des gens vont avoir une espérance de vie similaire à la population normale, même si vous avez un lymphome à plus jeune âge. Donc, ça va dépendre vraiment de votre réponse au traitement, des différents facteurs que vous avez. Super, merci. L'autre partie de la question, c'est est-ce qu'on peut éviter une rechute pour un lymphome non-hodgkinien folliculaire avec des médicaments ou des saines habitudes de vie? Vous en aviez un peu parlé tantôt, mais en précision. C'est ça. Donc, malheureusement, il n'y a pas d'habitudes de vie qui vont aider à diminuer la rechute du lymphome folliculaire. C'est une maladie qui, par sa nature elle-même, les lymphomes vont tendre à revenir un peu indépendant de vos bonnes volontés. Par contre, vu que la plupart des gens vont avoir une espérance de vie normale, c'est vraiment important de rester en forme, garder des bonnes habitudes de vie pour vivre le plus en santé le plus longtemps possible. Surtout que quand on reçoit des traitements de chimiothérapie, bien, ça peut nous mettre un petit peu plus à risque de certains cancers, des choses comme ça. Donc, c'est important d'être bien en forme, de ne pas fumer, encore plus dans ce contexte-là. OK, super. Une autre question, donc, juste savoir comment se fait le traitement du lymphome non-hodgkinien chez une personne atteinte de VIH-Sida. Je vous en avais tantôt, je savais qu'il y avait dans les causes, pas les causes, mais les liens à faire, donc peut-être approfondir. Oui. Donc, ça va dépendre. En fait, c'est quand même similaire à quelqu'un qui n'a pas le VIH-Sida. On va juste prendre des précautions supplémentaires parce que quand le système immunitaire est déjà abaissé, puis ça, c'est la même chose, peu importe la raison pourquoi votre système immunitaire est bas. Alors, on va faire certaines précautions supplémentaires pour éviter les infections. On va être sûr que vous ayez des bons traitements contre le VIH, être suivi par des experts là-dedans pour prévenir les infections puis mettre votre maladie, le VIH, sous contrôle, mais ça ne va pas vous empêcher d'avoir des traitements contre le lymphome puis des traitements bien efficaces quand même. Donc, l'approche est quand même similaire. On est juste un petit peu plus prudent sur certaines choses, puis on collabore de proche avec nos collègues en infectiologie. Super. J'ai une autre question ici. Donc, que pensez-vous des traitements bispécifiques? Est-ce qu'il y a des essais cliniques en cours et est-ce potentiellement un traitement prometteur? Excellente, vraiment des très bonnes questions de tout le monde. C'est vraiment intéressant. Donc, oui, les traitements spécifiques, là,
traitement très prometteur pour les différents types de lymphomes indolents et agressifs. Il y a des études cliniques, donc il faut juste vérifier avec votre hématologue. Malheureusement, ce n'est pas des études cliniques qui sont disponibles tout le temps. Donc, il y a des études qui s'ouvrent, qui se ferment, qui sont disponibles juste dans certains centres. On a espoir d'avoir accès éventuellement à ces traitements-là en clinique, nous aussi, mais pour l'instant, ce n'est pas encore accessible, mais c'est des traitements qui sont très prometteurs. Ici, c'est disponible en clinique, en essai clinique, mais c'est quelque chose qui est très utile. Puis on a vu, nous, des très bonnes réponses aussi, là. On a vraiment hâte d'avoir cet outil-là pour pouvoir aider nos patients. Super. Une autre bonne question. Donc, concernant les suivis après rémission, j'aimerais savoir à quelle fréquence serait l'idéal des suivis avec l'oncologue et que doivent comporter ces suivis en sachant que ce cancer n'est pas visible dans les prises de sang. Donc, ça va dépendre un petit peu de quel type de lymphome vous avez, puis on est où par rapport à vos traitements. Fait que, comme je disais au début, dans les 2 premières années, on se fait un petit peu plus souvent, 3 à 4 fois par année, après ça, 6 mois à chaque année. Mais le but du suivi par un hématologue, c'est un petit peu quand on vous voit une fois par année, par exemple, c'est de vous rappeler que vous avez un lymphome, vous restez attentif à ça, mais la clé du succès, c'est vraiment que vous aussi, vous soyez attentif aux symptômes qui pourraient se développer, puis se sont développés la première fois, puis que si vous avez quelque chose qui vous inquiète, de nous appeler, puis on va vous revoir avant 1 an, on va vous voir immédiatement, c'est des signes de récidive. Pour les formes qui ne se manifestent pas dans les prises de sang, bien, habituellement, c'est avec les questionnaires, l'examen physique qu'on est capable de dépister. Puis quand c'est des lymphomes indolents qui n'ont pas de symptômes, mais il n'y a pas d'indication de traitement. Fait que c'est pour ça qu'on n'y a pas d'avantage à faire des scans, vraiment souvent de dépistage, puisque à ce moment-là, même si on retrouverait des petits ganglions un peu enflés, il n'y aurait pas nécessairement d'indication de traitement. Donc, le suivi, ça va être vraiment personnalisé par rapport à comment votre lymphome à vous s'était présenté au début. Puis on va essayer, dans le fond, de personnaliser selon vous. Super, merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions, là, je suis désolée, ça ça n'arrête pas. Donc, quelles sont les raisons pourquoi certains patients ont un traitement d'entretien de 2 ans de rituximab après traitement? Donc, j'imagine la question, c'est pourquoi certains puis d'autres non? Oui, c'est ça. Donc, ça dépend du premier traitement que vous avez reçu. Fait qu'on a tendance à plus le donner après les R-CHOP, les R-COP qu'après la herbendamustine. Ça dépend aussi de la réponse que vous avez eue. Donc, des fois, quand il y a une réponse partielle, on pense qu'il y a peut-être un peu plus de bénéfices à continuer que s'il y a une réponse complète. Puis ça dépend aussi des risques et bénéfices, puisque en les formes indolentes, les traitements d'entretien, ça ne va pas augmenter la survie, ça peut juste des fois retarder un petit peu le temps à la rechute. Donc, c'est une question de risque-bénéfice. Par exemple, pendant la COVID, on avait moins tendance à faire des traitements d'entretien puisqu'on avait plus peur des risques d'infection. Donc, c'est vraiment personnalisé, puis c'est souvent une discussion entre vous et nous, puis qu'on prend une décision ensemble, puis dépendant du type de chimiothérapie que vous avez eu. Ben, c'est ce que j'entends en fait beaucoup, c'est que faut vraiment avoir une bonne communication avec son équipe, là. Je pense que c'est la clé là, de vos réponses aussi. Vous donnez des super réponses, mais c'est vrai que la personne doit communiquer ses inquiétudes et tout ça par rapport à son propre cas. Oui, donc une dernière peut-être question. Existe-t-il des guides, registres to keep track of, prise de médicaments, prise de liquide, sel, etc.? Est-ce que vous avez des guides? Est-ce que vous avez des guides, dans le fond? Nous, on a une application, tout ça, mais est-ce que les médecins peuvent fournir un guide pour, j'imagine, les traitements, là, tout ce qu'il y a à faire, les prises de sang, les selles et tout ça. Oui, Donc, c'est oui. ça. Donc, oui, demandez à votre équipe. Souvent, nous, les infirmières pivots, ils vous donnent un petit carnet où est-ce que vous pouvez prendre en note vos résultats de formule sanguine, les traitements que vous avez reçus, puis tout ça. Sinon, il y a des applications, comme vous avez dit, sur le site de Leucémie, c'était Leucémie Lymphome du Canada. Sinon, nous, on a des petits calepins là, qu'on peut vous fournir. Donc, vous pouvez demander à votre équipe s'il y en a disponible pour vous. Oui, exactement, c'est ça. Notre application est un bon guide pour ça, là, justement, mais je sais aussi que bon, les équipes traitantes peuvent aussi fournir des bons outils. Notre application pour les personnes, dans le fond, elle se retrouve sur Apple ou Android. Donc, vous avez juste à rechercher dans votre outil d'application SLLC Santé. Donc, vous allez la retrouver. Elle est disponible en anglais et en français. Donc, parfait. Et finalement, est-ce que l'espérance de vie est meilleure pour les gens qui ont développé un GVH suite à une greffe de moelle osseuse avec donneur qui n'a pas le même groupe sanguin? Est-ce qu'il y a des précisions par rapport à ça? Oui, ben moi, c'est ça, je ne fais pas de l'allogreffe de moelle osseuse dans ma vie de tous les jours, là. Donc, c'est une question qui est
complexe, puis la réponse peut être, dans le C'est fond, complexe. indépendante, là, Ouais, exactement, de différents autres critères que juste ça. Ça peut parfait. jouer un certain rôle, mais ce serait difficile de faire une réponse précise là, juste sur cet élément-là. Parfait. J'ai une dernière petite question concernant les essais cliniques. Je vous la pose, mais on a aussi, j'ai probablement des pistes pour cette personne-là, mais qui dit qu'elle aimerait participer à un essai clinique. Où dois-je m'adresser? Donc, vous avez probablement une réponse, mais nous aussi, on peut les guider. Oui, ben en fait, c'est ça. Donc, je vais dire ma réponse, puis vous aurez la vôtre. Là. Donc, demandez à votre hémato-oncologue. N'hésitez pas, dans le fond, il n'y a pas de gêne à dire, ah, mais est-ce qu'il y a une étude clinique qui existe pour moi, pour mon type de lymphome? Puis, il y a des équipes de recherche, tu sais, dans les hôpitaux qui savent, tu sais, les études qui sont en cours dans leur propre hôpital. Puis, on a aussi des registres, nous, des différents protocoles de recherche, tu sais, qui sont disponibles au travers du Québec. Exactement. Puis il y a un organisme, en fait, pour compléter votre réponse, il y a un organisme au Québec qui répertorie tous les essais cliniques. Nous, on peut vous offrir un soutien avec ça. Là. Donc, on est là pour ça. Vous avez une équipe, moi, mon collègue Geoffrey au Québec et d'autres responsables à travers le Canada qui êtes là pour vous soutenir là, dans vos recherches. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir là, de vous accompagner. Donc, une dernière, on me dit à l'oreille, si on est infecté par le virus Epstein-Barr dans la vingtaine, quel est le pourcentage de développer un cancer lymphatique près de la soixantaine? Ma question aussi, en fait, presque tous. Là, ici, en Amérique du Nord, plus de 95% des gens ont été infectés par le virus okay. de la mononucléose, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Donc, votre risque à vous n'est pas pire que, c'est juste sur ce facteur-là, que le risque à moi ou que la majorité de la population nord-américaine. Donc, on ne comprend pas pourquoi il y a certains patients que le virus de la mononucléose va aussi infecter les lymphocytes puis leur amener une tendance cancéreuse, mais le fait comme tel d'avoir fait la mononucléose en soi n'est pas suffisant pour causer un lymphome. OK. Super. Bien, merci beaucoup. Donc, ça clôt la période de questions. Je vais vous demander d'aller à la prochaine diapositive. Donc, merci à tout le monde d'avoir assisté à cette présentation. Je vous invite également à notre semaine Mieux vivre avec un cancer du sang du 20 au 23 novembre prochain. Donc, découvrez les dernières informations, conseils, stratégies d'experts en bien-être pour prendre soin de vous, physiquement, mentalement, pendant votre expérience avec un cancer du sang. Visitez notre site Internet pour tous les détails et pour vous inscrire. Prochaine diapo. Cet événement a été rendu possible grâce au soutien de BeiGene. Prochaine diapo. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que nous sommes là pour vous. Comme je vous l'ai dit plus tôt, si vous êtes à la recherche de ressources et ou de soutien, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous par courriel ou en composant le 1-833-222-4884, le 1-833-222-4884. 4884. Veuillez noter qu'un court sondage vous sera envoyé après cette présentation. Merci de prendre un moment pour y répondre afin de nous aider à planifier les événements futurs. Merci beaucoup encore, Dr. Laverdure, pour ce temps, pour cette générosité. C'était très, très, très pertinent et informatif. Moi, j'ai été vraiment très enrichie par vos connaissances. Donc, merci beaucoup à tout le monde et prenez bien soin de vous.